Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV, programme chargé. Aujourd'hui, on va d'abord parler des sanctions de la LFP qui touchent notamment Dimitri Payet et le petit Camara qui ne jouera pas non plus ce week-end. On parlera du coup de ce match, de l'avant-match OM Rennes au Vélodrome dimanche, et puis on évoquera également nos paris, et oui, les paris FCM, comme d'habitude avant chaque match, et puis un gros débat tactique, sans oublier le Mourad Décrypte. Voilà, programme chargé avec Hervé Berkane qui est avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Ça va Hervé ? Ça va. Écoute, j'ai une petite animation avant le match de dimanche. Eh oui. Au Stade Vélodrome contre Rennes. On fait une dédicace des collègues de 15h à 17h à la foire. Voilà, donc il y aura parfait. 4 acteurs et actrices des collègues qui seront présents. Et on fait ça pour l'association SIA Espoir qui nous tient à cœur. Et il y aura même une surprise, mais ça je peux pas le dire. Il faudra se rendre sur place. C'est vrai ? Une belle surprise. C'est une belle surprise, ouais. Bon, ça va. À partir de quelle heure ? De 15h à 17h à la foire de Marseille. Allez, super. Zaki Noubir est avec nous. Ça va, Zaki ? Salut Benjamin, ça va ? C'est la deuxième fois que tu viens chez nous. Ouais, j'avais bien apprécié la première fois, donc voilà. on remet le couvert. C'est ce que je disais à ma femme la dernière fois. Mourad est avec nous. Voilà, les retours de vacances. Voilà, allez, on rentre directement. T'as bien bronzé aussi. Voilà, ouais, j'ai bien bronzé, voilà. On rappelle, Zaki, tu es ancien éducateur d'Herbel. C'est ça. C'est ça ? Là, actuellement au FC Chômage, donc C'est vrai ? on profite un peu du système pour l'instant. Ça, c'est un sacré club. Quand c'est que tu as quitté Herbel ? L'année dernière, donc sur mon dernier match contre Nice. D'accord, sur la saison, juste la saison qui vient de... C'est ça. Il est en plein mercato actuellement. En plein mercato, ouais. Les agents et tout. Allez, on évoque tout de suite les sanctions de la commission de discipline qui ont frappé fort, messieurs, hier soir. On en parle tout de suite. Et oui, on a appris hier soir, voilà, c'est tombé, les sanctions. Alors on va déjà commencer par évoquer celui qui a pris le plus cher. Et ouais, celui qui a pris le plus cher hier soir, c'est Dimitri Payet. 4 matchs de suspension pour donc des insultes proférées à l'arbitre. C'était à l'occasion du match OM Montpellier dimanche dernier. Donc il a déjà été suspendu pour ce match à Dijon, et il lui reste encore 3 matchs à purger. Donc en fait, Dimitri Payet ne va plus jouer jusqu'au match face à Paris, donc après la trêve. Il va rater les 3 prochains matchs. Donc si je ne me trompe pas, c'est Rennes, ensuite c'est Il y a Amiens, je crois, et Strasbourg. Trêve, Strasbourg, et ensuite il rejoue face au PSG. Messieurs, sanctions, vous en pensez quoi de cette sanction ? Très très lourde. Alors, lourde, oui, parce que ça va faire longtemps qu'on n'a pas dû avoir un joueur de l'OM qui se prend 4 matchs. Mais après, quelque part dans l'esprit, c'est mérité. Comment tu peux être professionnel ? Tu sais que tu es hyper médiatisé, que les caméras là de partout, insulter à grande voix un arbitre et que ça se voit pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut te contrôler. C'est justement ce qui fait la différence entre un professionnel et un amateur, des fois, qui s'amuse le week-end ou quoi. Tu vois, mais là, à 500 000 € par mois, c'est inadmissible. Je veux dire, en plus, il était capitaine. Donc, je crois qu'il a oublié ce que c'était. Ou alors, c'est ce qui fait la différence entre un joueur expérimenté, normalement, il a 32 ans. et un jeune. Tu vois, un jeune, il peut péter les plombs. Voilà, un joueur expérimenté, c'est plus dur de le pardonner. Exactement. Donc, sincèrement, c'est la Ligue, après on va en parler sûrement, ce qu'ils nous mettent. Ça, je pense que là, il faut développer une argumentation pour les contrer. Mais là, ce qu'a fait Payet, dans l'esprit, c'est bien fait, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, moi, je ne peux pas cautionner ça, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Zaki ? Ça pénalise énormément l'équipe. Moi, honnêtement, Paris, on aimerait tous faire un résultat, on aimerait tous gagner, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, les 3 matchs les plus importants, c'est les matchs qui arrivent. Et on se pénalise d'un joueur important de l'équipe. Et déjà, celui qui vient d'être joué, là aussi, on n'avait pas Payet et ça a pesé lourd aussi. C'est ça, donc on perd un bon joueur. Après, effectivement, que le comportement rentre en jeu, je pense qu'à 32 ans, il faut avoir quand même un certain contrôle de soi-même plutôt. Et aujourd'hui, ça pénalise clairement l'OM. C'est dommage. Après, les sanctions, j'ai envie de dire 4 matchs, elles sont pour moi méritées. Mais après, si on rentre un peu plus dans le débat et un peu plus dans la comparaison, ça manque, je trouve, d'équité par rapport à une certaine faute qui a été commise d'un joueur de Lyon envers un arbitre. Et il me semble que le joueur n'avait pas eu de sanction. Il avait eu un carton jaune. C'est ça, donc un carton jaune. Donc ça manque, je trouve, d'équité. Donc, en fait, il vaut mieux gifler un arbitre que de l'insulter. Non, mais encore mieux. Limite, c'est de faire une faute. De toute façon, je viens de dire,
la faute, elle y est, elle est sifflée, ça sert à rien d'aller discuter avec un arbitre, débattre avec un arbitre. Il a sifflé, ça c'est terminé, il va te mettre à ton poste, perds pas ton temps. Et au final, tu prends 4 matchs, tu perds un bon joueur, tu as 3 matchs importants. Parce que Paris, ça va être folklore, ça va être magnifique toute la semaine, mais après, la réalité sera sur le terrain. Quoique après, attention, que Reims, ils ont battu le PSG hier. C'est Reims. Donc tout est C'est Reims, donc les autres, ils mettent l'équipe Z et ils jouent sans Ils sont quand même venus avec Choupo-Moting et Dagba nous taper l'an dernier, quoi. Donc, voilà. C'était pas l'équipe type. T'es d'accord avec Zaki sur, complètement. sur l'analyse? Complètement avec Hervé et Zaki. C'est vrai que donc Payet a pas à faire ça. Après, ça semble à peu près logique, même si forcément, ce qui fait un peu marronner tout le monde à Marseille, c'est que tu te dis, Zlatan, il a passé, je sais pas, 3-4 ans ici à dire son of a bitch à tous les arbitres sans problème en face. Il y a pas eu de problème. Bon, après, on avait eu l'inverse aussi avec Balotelli une fois avec Nice qui avait dit un truc genre fuck off et bon. Il avait été expulsé directement, alors que fuck off, ça peut aussi vouloir dire en anglais j'en ai marre ou c'est bon, c'est quoi cette merde. Et bon, bref, donc il y a 2 poids 2 mesures. C'est clair que c'est frustrant. On en a déjà parlé avec Lyon, avec le poids qu'ils peuvent avoir dans les organes, etc. machin. Mais dans tous les cas, voilà, on peut toujours aller à chier sur la Ligue, enfin non, c'est pas propre de dire ça. on peut toujours marronner sur la Ligue, de dire que la Ligue, il y a 2 poids 2 mesures. Clairement, il y a 2 poids 2 mesures. Vous le ressentez comme ça ou pas? Après, le mécontentement, il peut y être. Le mécontentement, l'an dernier, FC Parano, non, il y a plusieurs choses. Il y a le soft power un peu d'Olas à la Ligue, etc. On sait qu'il fait bien ça. Nous, on le fait pas apparemment. Et après, le PSG, il y avait aussi le statut de star, genre de Zlatan, etc., qui lui interdisait tout. Après Mbappé, il y en a qui avaient râlé l'an dernier parce qu'il avait pris beaucoup de matchs de suspension. Après, il y a eu un problème avec Savanier à Nîmes, etc. Donc, bon, il y a ces trucs-là, de toute manière, c'est toujours le bordel. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que Payet n'avait pas à faire ça pour commencer. Il aurait dû être plus intelligent et que l'arbitrage, ce jour-là, avait été mauvais dans les 2 sens. Donc, c'est ce que j'aime pas trop jouer la victime du côté de l'arbitrage. Mais là, il avait été mauvais dans les 2 sens, partout, à gauche, à droite, dans l'axe, partout. Surtout avec l'effectif restreint qu'on a. Payet, c'est un joueur quand même, c'est quand même incroyable. C'est un joueur qui est capable de jouer, d'être bon 3 mois par an. Et sur les 3 mois, cette saison, il va trouver l'opportunité de se faire virer pendant 1 mois. Ouais, non, moi, je suis subjugué. Je ne sais pas comment il le gère en interne, ce joueur. C'est presque une faute professionnelle, non? Je sais pas. À ce niveau-là. Mais une faute professionnelle. À ce niveau de rémunération. Non, il a pas été à Fort Boyard, c'est bon. Non, c'est pas tant sur la rémunération. C'est, je veux dire, aujourd'hui, tu as 32 ans. Je veux dire, tu as quand même passé plus de 10 ans sur les terrains de football, tu sais comment ça fonctionne, tu connais les rouages de l'arbitrage, des fautes, de tout ce folklore. À un moment donné, tu dois être capable de te contenir, voilà, d'accepter. Tu le regardais les yeux et dis, je te marquais coup franc, moi, tu vois. D'accepter la décision et de penser aussi aux matchs qui vont suivre derrière, parce qu'aujourd'hui, c'est un sacré casse-tête. Je veux dire, le coach, il fait avec l'effectif qu'il a et il essaie de compenser du mieux qu'il peut. Alors, il y en a un autre qui est suspendu, c'est Boubacar Kamara. Boubacar Kamara, qui est donc impliqué aussi, qui est à l'origine. Je sais pas à l'origine. Non, il n'est pas à l'origine. Qui est dans la risque. Qui est dans la risque. Voilà. C'est un peu. C'est arrivé, met un coup d'épaule. C'est un peu trouble. Alors, il y a la version de l'Olympique de Marseille qui explique que lui, il veut les séparer. Et la version après il fait rien de grave sur l'action, mais on va aussi dire qu'il était déjà suspendu un match automatiquement pour accumulation de cartons rouges. Donc il a pris un match supplémentaire en réalité pour ce carton rouge que l'OM voulait faire annuler parce qu'il trouvait un peu injuste. Et c'est difficile de leur donner tort parce que là-dessus, il se chauffe un petit peu, quoi, mais il va pas plus loin. À la limite, Chalet Tatsar est beaucoup plus vindicatif. Oui, parce qu'il le prend ouais, voilà, mais je pense que l'arbitre voulait mettre un rouge parce qu'il disait j'en mets un de côté. Moi, je pense que, puisqu'on parle, l'arbitrage de la Ligue, c'est de la politique, pure et dure. Olas, il a placé ses pions à 20 ans, il a placé tous les arbitres en France. Ça, il faut être très fort. Respect à lui, c'était notre président, on aurait dit, il est fort le mec. Après Paris, ils ont le statut spécial, ils ont le joker, ils ont la carte. Donc, médiatiquement, moi, le lendemain de ce match, je suis président de l'OM ou dirigeant, ou même, je sais pas, le cortège, je dis voilà, je convoque la presse, je dis maintenant la Ligue. Ça va, on a compris.
On a eu des présidents qui ont fait ça, qui ont fait sortir qu'on allait croire qu'ils vont te tirer dessus, je sais pas moi. Mais il faut montrer que tu es là. Parce que qui va 1 va 2, qui va 2 va 3. C'est-à-dire que si la prochaine fois on va se faire encore cambrioler, il faut leur montrer qu'on est là. Et que c'est pas normal. L'Olympique de Marseille doit être respecté. À la rigueur, le Payet, tu le charges et il a un truc. Mais le truc Camara, il aurait dû avoir une sanction édulcorée, je trouve. Là, c'est trop pour moi. Ce qu'il a fait. Tu arrives dans une cohue, une bagarre, on sait tous, on a toujours au ballon. Il arrive, il met un coup d'épaule. Il n'a pas mis un coup de tête à un gars, il n'a pas pris par la gorge, il n'a pas fait le nerveux, il a juste voulu calmer peut-être un coup de sol. À la limite, tu lui mets un jaune, quoi, pour lui dire. Voilà, mais là, tu dois le défendre, tu vois, et dire, écoutez-moi. Après, cet arbitre était mauvais, c'est tout. L'arbitre a été mauvais sur ce match-là, dans les deux sens, encore une fois. C'est surtout Ferry, je trouve que, bon, déjà, Lyonnais de base, il a beaucoup envenimé le match. Attention, il est de la région, Ferry, à la base. Ouais, mais bon, il joue à Lyon. Il paraît qu'il boite. Mais je pense que voilà, Ferry, pour moi, c'est celui qui a mis un peu. Alors, la LFP a été généreuse parce qu'elle a fait un package aussi. Elle a aussi sanctionné le parquage. Le parquage marseillais également. Pour des propos injurieux. Non, mais là, il faut que ça arrête. Ça, franchement, parce que bon, ok, l'arbitrage, etc. À la limite, on pourra en reparler un jour. Je préparais un petit truc là-dessus sur comment gueuler auprès de l'arbitre, parce qu'apparemment, il faut le faire. Beaucoup de supporters s'accordent à dire qu'il faut le faire. Mais après, là, il faut le faire bien, mais propre. Il faut le faire bien, en fait. Il faut le faire bien parce que même Aulas, il a beaucoup évolué dans sa manière d'influencer les arbitres. Au début, justement, tu vois, il allait dans les vestiaires des arbitres, il leur gueulait, vous nous avez coûté 80 millions et tout. Et son club se faisait souvent taillé. Donc après, là, il a réfléchi et il a évolué là-dedans. Mais après, sur le truc du parquage, parce que là tu sens que ça semble trop être un prétexte, quoi. Les mecs ils veulent pas de supporters à l'extérieur, donc ils se sont dit allez hop, parce que j'y étais à Monaco, parce que là ils suspendent le parquage marseillais pour le déplacement à Monaco pour apparemment des insultes, pour des trucs homophobes ou des trucs tendancieux comme ça, alors que j'y étais. Et ben, franchement, donc dans ce cas-là tu suspends tous les parquages de France, tu suspends tous les virages de France, parce que dans tous les stades de France t'as des trucs un peu comme ça, et c'était la Ligue autant que voilà, c'est comme d'habitude. Vous y êtes allé plusieurs fois. Tu es 200 Marseillais, tu fais plus de bouquins que les 20 000. Donc là, ça s'entend, tu vois. Dans d'autres stades, ça ne s'entend pas. Il y a un truc, moi, ça m'a toujours surpris. Il n'y a qu'en France qu'on a des problèmes avec nos supporters. Tu vas en Angleterre, tu vas en Italie. En Angleterre, ils les ont tués. En Italie, pardon. En Italie, c'est notre débat. Autant pour moi. Autant pour vous, là. C'est vrai que j'avais oublié ce débat-là. Mais on va prendre l'Allemagne et l'Angleterre. Je veux dire, ça reste festif. Mais je ne pense pas qu'en tribune, il n'y a pas d'insulte. Ça doit insulter à tout va. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans le football. Le racisme, l'homophobie, ça c'est des choses qu'il faut éradiquer de suite. Mais après, pour les insultes, pour le reste, je veux dire, ça fait partie du Oui, et puis tu fais pas. En fait, la Ligue, ils aiment bien prendre les supporters comme des espèces de sous-hommes, parce qu'ils les traitent comme une sous-humanité. Tu tapes dessus avec n'importe comment, par n'importe quel prétexte est bon pour leur mettre un taquet. Et tu te dis, à un moment, ce sont des hommes, c'est eux qui font tourner ton business, ils font des sacrifices. Là, ils font des milliers de kilomètres, on l'a encore vu à Dijon. Respecte-les un minimum. Oui. Je sais pas, en fait, le problème de la Ligue, tu vois, moi, l'arbitrage et tout, bon, c'est toujours tendancieux ça, mais là vraiment, moi j'ai plus un problème avec la manière dont le football français est géré, parce que dans les supporters, n'importe quel, oh il a fait pipi, il y a une goutte d'urine qui a dépassé de l'urinoir, allez 3 matchs de suspension, mais arrêtez un petit peu là, il y a un moment, ce sont des hommes, ce sont eux qui font tourner votre business, ce sont grâce à eux que le foot peut générer de l'argent. Sans eux, voilà, les télés à un moment ils vont arrêter de s'y intéresser. D'ailleurs les télés ils aiment pas quand il y a des sièges vides, donc à un moment il faut réfléchir. Et en Espagne ils sanctionnent les clubs, il y a une politique du siège vide. Tu es sanctionné par les télés ou tu es un peu moins rémunéré si tu as des sièges vides dans ton stade. En France, non, nous on force à vider les sièges. À un moment, ça va, la Ligue, il va falloir qu'ils réfléchissent, qu'ils comprennent ce que c'est le football, que le football, c'est un sport magnifique, mais aussi c'est un sport qui est tant médiatisé parce qu'il y a tant d'engouement et il y a tant de supporters qui font des sacrifices de malades. Voilà. Alors, arrêtez. Mourad parlait de Jean-Michel Aulas, de sa stratégie qui avait évolué. Jacques-Henri Hérault, lui, on l'a pas du tout entendu. Il est descendu dans le vestiaire des arbitres apparemment, ce que disait RMC, et que donc il voulait aussi la Ligue voulait le suspendre ou je sais pas quoi. Ce silence, toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est une bonne stratégie? Enfin, ça n'a pas l'air de payer, hein. Mais où tu aimerais le voir plus sur le devant de la scène pour ce que disait un petit peu Hervé, c'est défendre les intérêts du club publiquement aussi.
C'est difficile de te répondre honnêtement, parce que je pense que M. Hérault fait un gros boulot déjà administratif au club, parce qu'on a tendance à penser, comme je disais tout à l'heure en off, qu'on ne le voit pas spécialement. Après, dans tout ce qui est domaine sportif, j'aurais plus tendance à faire descendre un directeur sportif. Ouais, genre Zoubi Zareta. Le problème, c'est qu'il est en vacances. Zoubi, si tu veux rentrer pour participer peut-être la saison. Ah, mais tu es parti en vacances avec lui. Voilà, c'est ce que je disais sur Twitter. On partageait notre Airbnb et puis il n'y a pas de petites économies, donc voilà. Non, voilà, comme je disais, oui, peut-être tout à l'heure je disais M. Hérault, mais peut-être quand sur Zoubi ou Villas-Boas, il fait trop de choses. Voilà. À l'arrière, c'est lui qui doit faire une sortie. Il faut qu'il que ce soit une personne au-dessus de l'entraîneur qui assume aujourd'hui, comme un petit peu à l'époque aussi de Garcia. Il y avait l'entraîneur et autour, non, il faut personne pour peut-être un membre du staff qui peut aller voir l'arbitre, discuter avec l'arbitre. Ouais, mais il faut quelqu'un qui pèse. L'entraîneur, Ouais, mais l'entraîneur, il a été pendant 45 minutes sur le banc à coacher son équipe. Il a besoin d'avoir quand même. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas le rôle de l'entraîneur. C'est pas le rôle de l'entraîneur. Ça, c'est clair et net. L'entraîneur, il doit prendre du recul. C'est le rôle d'un dirigeant publiquement qui doit mais c'est même pas, porter la voix de l'Olympique de Marseille. Enfin, si publiquement, c'est vrai qu'Olas agit aussi, mais il faut avoir une stratégie, un truc, quelque chose. Il faut faire ça de manière intelligente. C'est ça, gueuler sur l'arbitre pour. On l'avait vu la saison de Bielsa, quand la Brune est sortie du bois pour gueuler sur l'arbitre, c'était trop tard. Et donc les arbitres, ils ont été pires. Après, quand Labrune est sorti, qu'il a fait son machin et tout... Je te dis que ta sortie médiatique, il faut la faire maintenant. Parce que si je te dis qu'il va 1, 2, 2, 3, s'ils voient que chaque fois ils peuvent nous tamponner qu'on ne réagit pas, ils vont se régaler. Après, il faut surtout réfléchir à une stratégie globale sur comment tu pèses dans les instances, comment tu pèses pour que l'arbitre, au moment où il fait potentiellement une connerie, il se dit « Si je fais cette connerie, putain, ça va me retomber derrière. » Parce que c'est ça ce qui se passe avec Lyon, par exemple, c'est que tu sais que si tu fais une connerie, là, ça va être compliqué derrière, et c'est pas de l'argent ou des preuves du contraire, jamais vu ça. Après, beaucoup d'empathie pour les arbitres, parce que c'est pas évident aussi. Nous, on est supporters, on aime bien taper sur l'arbitre quand ça va pas dans notre sens. Attends, moi, vous déplacez le problème. Moi, je parle pas des arbitres, je parle des sanctions de la Ligue, moi. Je parle, l'arbitre il fait son taf, c'est ce qui s'est passé derrière, c'est les dirigeants de manière médiatique le lendemain vont voir et disent la Ligue, arrête. On est l'OM, il faut arrêter là. Parce que voilà, et tu leur mets un coup de pression parce que j'ai peur que si tu réagis pas, tu vas voir, on va voir le prochain match. Chaque fois ils vont nous mettre la cartouche. Ouais, c'est ça. Mais juste un petit truc, pour ajouter un petit truc, parce que justement on parle de comment influencer la Ligue, etc. Alors, attention, breaking, parce que hier, à l'occasion de l'inauguration du FC Castellane, il y avait notamment un représentant de la Ligue qui était là. Ce représentant de la Ligue, il gère aussi un peu les arbitres, et ce représentant de la Ligue, tu vois, il était content, il disait oui, l'action de Jacques-Henri Hérault et tout, machin, c'est bien. Donc il y a peut-être, et après je sais pas, le mec il était là pour le FC Castellane, il était pas là pour autre chose, mais c'est comme ça que tu construis une vraie, après comment dire, des instances qui soient plus indulgentes avec toi et qui soient plus, enfin voilà, si tu veux être intelligent, faut être intelligent quoi, mais faut pas gueuler. Alors peut-être que Hérault, j'ai pas trop d'infos là-dessus, sur en tout cas sa relation avec la Ligue, la fédération. Je sais pas trop, mais pour le moment, c'est clair que ça paye pas. Allez, messieurs, on avance et on va parler du match, parce que la résultante de tout ça, c'est que... ça se dit, la résultante de tout ça ? Je pense, ouais. Donc, la résultante de tout ça, c'est que l'Olympique de Marseille va encore jouer sans Dimitri Payet, va encore jouer sans Camara ce week-end face à Rennes. Quel compo de l'Olympique de Marseille vous voyez, du coup, au Stade Vélodrome dimanche soir déjà parlons de la défense. Il y a eu le retour de Sakai qui n'a pas été il n'a pas été top et il est ressorti un peu blessé, et on espère qu'il sera disponible, et on ne sait pas encore parce que Villas-Boas n'a pas encore donné de nouvelles, mais on espère parce qu'il n'y a pas beaucoup probablement qu'on aura la même défense du coup avec Aleta Tsar et le jeune Perrin qui était très bon ce jeune, moi j'ai adoré. Moi je l'ai trouvé peut-être en progression au fil du match, mais... moi, sincèrement, pour une première, c'était guet-apens, il pleuvait à torrent et tout. Sincèrement. Après, il couvre un petit peu le hors-jeu, il ne s'est pas non plus toujours imposé physiquement, mais c'est une première. Je préférais 1000 fois le voir lui sur le terrain que Grégory Sertic. C'est mieux pour l'avenir du club, c'est mieux pour son avenir à lui. Après, moi, j'ai trouvé la défense centrale mauvaise, mais
pas lui, je lui jette pas la pierre. Par contre, Chalet Tatsar, qui est un pro confirmé, qui était complètement aux abois et qui semble être revenu un an après, ça m'a plus fait peur, parce que je pense que Perrin, justement, s'il avait été à côté d'Alvaro, qui est un peu plus expérimenté, etc., peut-être que là on l'aurait vu un peu moins perdu, parce que par moments je l'ai trouvé un peu perdu, même s'il n'a pas été désastreux, loin de là. Après, c'est pas évident. Tu prends un garçon, tu le jettes tu le jettes sur un terrain, premier match en pro. Je pense que le temps de préparation. Et puis il n'a pas fait de grosses conneries. Il a failli marquer un but. Il a failli marquer un but après. Alors le milieu de terrain ne devrait pas non plus évoluer. Mais par contre, il y a les lignes Rongier, là. Je me pose la question. Bon, là, il va jouer, là. Rongier, on en parlera un petit peu plus dans la partie tactique. En tout cas, ça peut être une option. Alors, si on garde a priori Strootman, Sanson, Lopez devrait poursuivre. Il n'y a pas de raison qu'ils les sortent. Je pense pas, à moins qu'il y ait peut-être un petit peu un coup de moins bien physiquement de l'un des trois ou quelque chose comme ça. Et du coup, au niveau du trio offensif, donc Benedetto, Valère Germain, la question se pose ou pas pour Bounassar, pour vous? Forcément, elle se pose ou pas? Moi, très sincèrement, je suis le coach, je porte mes bonbons, je lance le petit Isaac Liadji. C'est vrai? Je porte mes bonbons, je lance le petit Isaac Liadji. Aujourd'hui, on est tous là en train de fantasmer sur des joueurs comme Kamavinga, comme mon petit protégé Mohamed Simakan qui joue à Strasbourg. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'être lancés, le joueur Soumaré de Dijon qui a été lancé. Lance-le. Les supporters, ils attendent que ça. Le petit va se manquer, il se manquera, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, tu as quoi à perdre? Réellement parlant, tu es un très bon joueur. Après, tu as un joueur qui n'est pas encore sous contrat avec l'Olympique de Marseille. Et que donc si... Les négociations, après, c'est que s'il flambe un petit peu... En fait, bon, ça, on en a beaucoup parlé ici aussi. Les négociations, elles auraient dû être terminées 6 mois plus tôt, quoi. Mais... Tu le prends, tu le lances. Aujourd'hui, quel est l'intérêt? Après, Villas-Boas, vu le caractère qu'il a, je pense qu'il en a rien à faire de ces histoires de contrat. Exactement. S'il a besoin de lui, il le mettra. Bien sûr, il a bien lancé Perrin. Il s'est pas dit, je vais faire reculer Strootman en défenseur central. Moi, sincèrement, je le lance. Je fais reculer Bounassar et je fais basculer Sakai à gauche. Après, c'est la facilité. D'accord. Ah oui, d'accord. Moi, je ferais ça. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi... Ça réglerait aussi le problème, Après, moi, je jouerais la carte jeune. Aujourd'hui, tu as un effectif qui est limité. Qu'on le veuille ou pas, tu as un effectif qui est limité. Aujourd'hui, je ne dis pas de bêtises, on est 7e au classement. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est vrai. Ce qui est magnifique, c'est pas qu'on soit 7e, c'est qu'on soit à 3 points de. Quand tu vois le recrutement qu'ils ont fait, quand tu vois le recrutement qu'ils ont fait Saint-Etienne, quand tu vois le recrutement qu'ils ont fait l'Olympique Lyonnais, qui ont énormément du mal, Monaco, même s'ils ont une paire d'attaque qui est magnifique. Aujourd'hui, tu as quoi? Tu n'as rien à perdre. Si tu finis dans les 5 premiers, c'est très bien. Non, après, tu sais, ce qu'on te ressort souvent à Marseille, c'est Gary Boccali, qui avait été lancé sous Deschamps, et en fait, il avait été un peu sifflé, etc. Et donc, tout le monde te ressort toujours cet exemple en te disant, le petit Boccali, il a été broyé par le public du Vélodrome. Bon, ça l'a pas empêché d'être champion de France avec Montpellier derrière. Dans ce cas-là, qu'on ne chante pas le truc de dire, oui, on va lancer des jeunes, jeunes. Porte tes bonbons, il faut les lancer ces millions. Et après, il faut voir aussi, donc je pense qu'il y a cette histoire de contrat, et puis après, je pense aussi qu'il faut vraiment voir son niveau peut-être à l'entraînement, tu vois, parce qu'il est en train de s'acclimater aussi au monde pro, et peut-être que Villas-Boas, s'il le voit pas aussi bon, tu vois, il a fait une préparation avec les pros. Mais peut-être qu'il a besoin d'un temps d'acclimatation en pro aussi, Liadji, tu vois, parce que je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi, et qu'il se dit, en attendant, je fais jouer Bounassar. Ils sont combien? Ils sont au-dessus, non? Ils sont au-dessus. Ou ils sont dans les mêmes eaux que nous, ils ont une dizaine de points aussi, ils ne font pas un mauvais début de saison. Mais moi, je sais pas, les jeunes, c'est toujours problématique de les lancer. Il faut laisser la chance, de lancer autrement, il ne faut pas être craintif. Autrement, après, tu as deux ou alors tu as Kawi, tu as Chabrol que tu peux mettre sur ou alors, surtout, ce qu'il faudrait, c'est en fait, ce qui était bien en lançant Perrin aussi, c'est que tu habitues le public marseillais à te dire, il n'y a pas que des cracks à la formation, parce que maintenant, tout le monde vit dans cette idée de la pépite, c'est que tu as des jeunes, tu as des joueurs qui sont en train de devenir de vrais pros, et tu les lances, et puis là, il a rendu service, il a rendu un fier service à l'équipe,
et de commencer déjà à les habituer à ça, à dire ça va peut-être pas toujours être des cracks, ils vont peut-être pas toujours réussir à marquer 3 buts de passes décisives pour leur premier match, mais il faut les intégrer petit à petit, peut-être qu'il y a des moins bons matchs. Ça, c'est une habitude aussi qu'il faut donner, je pense, aux supporters marseillais. Et moi, on me dit tout le temps, on me ressort toujours ce truc un peu de Gary Bocali, le public marseillais mange les jeunes. Moi, je pense que le public marseillais, maintenant, il est prêt à être patient, parce qu'il a été sur tellement de trucs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, il est prêt à être patient, et je pense qu'il est prêt à être patient avec les pros si on les prépare bien, avec les jeunes, si on leur dit bien, voilà, les jeunes sont peut-être... Je pense que le public marseillais a changé, mais que dans le club, on se dit toujours non, mais c'est toujours les mêmes, ils vont tuer les jeunes, etc. Non, mais après, alors messieurs, on va s'arrêter là pour l'avant-match et cette composition d'équipe et on va passer tout de suite au Paris FCM. Allez, comme chaque semaine, c'est les Paris FCM avec notre partenaire Unibet et on commence tout de suite avec le premier pari, c'est le pari Sécure et on a sélectionné, c'est un peu un standard. Ah, c'est un classique. C'est Sécure. C'est quoi, Morad ? Les 2 équipes marquent. Les 2 équipes marquent. Et oui, 1,75 la cote. Ça te paraît comment, toi, sur ce match de l'Olympique de Marseille contre Rennes ? Moi, j'aurais tendance à dire match nul. Ah, mais est-ce que les 2 équipes vont marquer ? Ouais, marqueront. Les deux équipes vont marquer pour toi aussi. On a une défense de l'Olympique de Marseille un peu remaniée aussi. Voilà, on a une défense un peu remaniée. Rennes, c'est pas une mauvaise équipe, mais d'un autre côté, Marseille est moins prolifique en ce moment au niveau des butins, offensivement par contre. Ouais, voilà, mais donc moi limite j'ai un peu peur de ça, j'ai un peu peur que l'OM ait du mal à trouver la faille, et que ça peut peut-être terminer sur un 1-0, mais je nous imagine quand même bien concéder au moins un but. Donc les 2 équipes marquent, ça me paraît plutôt sûr. Et pourtant, on a sélectionné un autre pari, c'est le pari fou. On a sélectionné un 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Et c'est un peu en contradiction avec ce qu'on vient de dire, tu vois. Ah, mais là si tu te dis... Là, c'est si ça s'ouvre, parce que si les deux défenses sont moins bonnes, il y a quand même Jérémy Morel en face, donc on sait jamais. Et puis toi, t'es pas très bien. Moi, Morel, il est à Rennes ? Ouais, il est à Rennes, il est à Rennes et il est titulaire et il met des mains dans la surface. Tu vois, j'ai fait une erreur dans ma vie de supporter, c'est de ne pas suivre bien la carrière de Jérémy Morel. Je le regrette. Ça va, il va venir se rappeler à notre bon souvenir dimanche. Et donc, moi, je me dis que ça peut s'ouvrir des 2 côtés, que si ça s'ouvre des 2 côtés, après, c'est le pari fou, quoi. Et c'est surtout la cote à 21. La cote est à 21. Pour aller chercher ce 3-2. Voilà, donc tu mets 5, 10 euros. De Marseille. Si ça passe, t'es riche. Allez, on passe au combiné du week-end. Le combiné, c'est les concurrents de l'Olympique de Marseille pour les places européennes. Et donc, ce week-end, on a un Lyon-Nantes. Alors, on a mis un match nul, une cote à 3,90. Ensuite, Nice-Lille. On a mis une victoire de Lille avec une cote à 2,85. Et enfin, Strasbourg-Montpellier, victoire de Strasbourg, c'est ce qu'on a décidé de mettre, avec une cote de 2,6. Au total, la cote boostée, elle est à 28,90. C'est Nico, le monsieur pronostic désormais de Football Club de Marseille. Parce que c'est est chaud quand même. Il est chaud. Sur les paris qu'on donne. Parce que moi, tous les pronostics que je donne habituellement, ça marche pas. Donc on l'a consulté pour qu'il nous aide un petit peu dans. On va s'arrêter sur un match qui peut nous intéresser. Riche en amour. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Un match qui peut nous intéresser, c'est Lyon-Nantes. Lyon qui enchaîne quand même les. Moi, j'aurais plutôt Lyon gagner quand même, se ressaisir un peu là. Nantes c'est solide. Ils viennent de gagner leur dernier match. Et Lyon, ils trouvent pas la solution pour quelque chose. Et ça, c'est vraiment Nico qui nous l'a donné celui-là. Je suis plutôt de son avis, moi, je pense que. Et sur le Nice-Lille, 2 équipes qui sont aussi en haut du classement. Et Lille qui continue aussi de prendre. Ils ont un attaquant, hier jouera dès le match. Ah ouais. C'est celui-là, c'est incroyable. Hier jouera dès le match, il a des déplacements, il arrive à se trouver à des endroits incroyables. Ce joueur, il est. C'est qui ? Osimhen, c'est attaquants qui sont partis chercher à Charleroi, et moi il m'impressionne. Et puis il a une spontanéité dans ses gestes, en fait, c'est ça. Sincèrement, c'est super attaquant. Allez, on vous rappelle la cote boostée, c'est 28,90 et la cote sûre chaque week-end, c'est quoi ? C'est penalty pour Lyon.
Allez messieurs, comme une fois tous les 15 jours à peu près, c'est l'heure de Mourad Décrypte, épisode 4. Mourad Décrypte, cette semaine, ça parle de quoi ? Sur l'envie de gagner, de s'arracher, sur ce que ça veut dire l'envie de gagner, parce que tout le monde pense que l'envie de gagner c'est seulement être premier, mais ça veut peut-être dire autre chose, et pour ça j'ai fait appel à un petit entraîneur argentin de volleyball qui est un peu une légende, et qui a inspiré un peu un mec comme Guardiola, et pour toi Hervé, Berlusconi a essayé de le faire entrer en politique, tellement le mec est un bon motivateur, donc... Silvio, si tu nous regardes... Bon, il a pas réussi parce que Velasco est un mec honnête. Donc... Allez, Mourad Décrypte, c'est tout de suite Magnéto Mourad. Et si on parlait d'envie de gagner à l'OM, ces joueurs-là ont-ils toujours envie de gagner à l'OM? Et puis d'abord, ça veut dire quoi avoir envie de gagner dans cette Ligue 1 avec ce PSG, avec ces fonds qataris? Pour répondre à cette question, je vais utiliser un extrait d'interview de Julio Velasco, entraîneur argentin de volleyball. Pour contextualiser un minimum, Velasco est un winner absolu dans son sport. Il a tout gagné et inspiré les meilleurs, dont un certain Pep Guardiola. Ici, il nous dit ce que ça veut dire à ses yeux gagner. Además porque el deporte no es lindo solo cuando se gana, como dicen muchos. Muchos dicen, sí, todo muy lindo, lo importante es participar, lo importante es ganar. Eso es una estupidez. Porque nosotros el año que viene vamos a ir a las Olimpiadas. En las Olimpiadas, sobre todo en ciertas pruebas como natación, atletismo, etc., hay muchos atletas que saben que no van a ganar. Lo saben. No es la pelota redonda como en el fútbol, que hago un gol. No, en atletismo no van a ganar. Y sin embargo se preparan como si fueran a ganar. Durante el año y en la misma Olimpiada. ¿Por qué? Porque combaten contra ellos mismos. Ellos quieren bajar un segundo, una décima de segundo, quieren lanzar un metro más. Y eso es parte de ganar. Ganar no es solamente salir campeón, es superarse, es mejorarse. Y yo creo que el deporte enseña esto a los jóvenes. Si en cambio damos el mensaje solamente que el que ganó la medalla de oro es un ganador y los demás son perdedores. Ces joueurs de l'OM ont-ils encore envie de se surpasser? La question, elle se pose forcément pour un joueur comme Dimitri Payet par exemple, figure de proue de l'OM Champions Project, qui, à un moment donné dans sa carrière, a été poussé par un autre Argentin à se surpasser. On voit ce que ça a donné. Est-il toujours dans cet état d'esprit de remettre ça, d'aller chercher plus loin, ou se contente-t-il tout simplement des éloges qui ne manqueront pas d'arriver lors de ces 2-3 bons mois dans la saison? A contrario, Steve Mandanda, lui, dans lequel on avait un peu perdu espoir, semble avoir retrouvé ce truc, cet œil du tigre qui le pousse à aller chercher un millimètre supplémentaire dans ses arrêts pour empêcher la balle de terminer au fond des filets, ce dixième de seconde qui fait que sa sortie est à propos et pas en retard. Tout n'est pas encore perdu, donc peut-être que Dimitri Payet peut lui aussi retrouver cet état d'esprit. Mais là où c'est plus inquiétant, c'est que cette question à l'OM, elle se pose aussi pour des joueurs plus jeunes, comme Maxime Lopez, Morgan Sanson ou encore Bounassar. Ont-ils toujours cette envie inébranlable d'aller chercher plus loin, de se surpasser, ou sont-ils devenus tout simplement des travailleurs routiniers de l'Olympique de Marseille? Car il ne faut pas s'y tromper, dompter cet environnement n'est pas donné à tout le monde. Et eux, ils sont là, ils sont bons, ils sont mauvais, ils sont moyens, on ne leur dit pas grand-chose, ou au pire on se dit « Ah, on va en acheter d'autres et on va recommencer un autre cycle, le même cycle avec d'autres joueurs ». Bref, ce sont devenus simplement de simples travailleurs de l'Olympique de Marseille. L'OM ne peut pas se contenter de ça, parce qu'avant de remporter des titres, il faut d'abord penser à retrouver une mentalité de gagnant, ou tout du moins de gagneur, parce qu'on ne peut pas se contenter d'un travail routinier à l'Olympique de Marseille. L'OM, c'est tout l'inverse de la routine, c'est le dépassement de soi permanent. Donc avant de redevenir un club gagnant, l'OM va devoir impérativement redevenir un club de gagneurs. Voilà, c'était Mourad Décrypte. Merci Mourad, c'était très intéressant. On va s'arrêter là d'ailleurs sur Provence Azur TV, VAR Azur TV, mais le débat va se poursuivre avec un gros débat tactique sur l'Olympique de Marseille. C'est tout de suite sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur le site footballclubdemarseille.fr. Restez avec nous, c'est maintenant. Allez, on va profiter de ta présence ici, Zaki, pour parler un peu tactique et notamment, on va déjà essayer de mieux analyser ce qui se passe aussi au milieu, dans ce milieu de terrain à 3 d'André Villas-Boas. Pour l'instant, qui joue avec Strootman, Sanson, Lopez. Comment est-ce que tu le...
Comment est-ce que tu le vois, toi? Comment tu vois la répartition un petit peu des rôles de ces 3 joueurs dans le système d'André Villas-Boas? Déjà, sur son triangle de jeu, donc avec Strootman, Sanson et Lopez, on a un 6 vraiment devant la défense, avec 2 milieux relayeurs. Sur les derniers matchs que j'ai pu voir, c'est ce que je disais à Mourad, sur les premières ressorties de balles, donc avec cette nouvelle règle des 2 défenseurs axiaux qui viennent demander le ballon, je trouve qu'on n'a pas assez de disponibilité de Lopez et de Sanson. C'était un peu mon ressenti. Il n'y a pas assez de disponibilité, tu sais, cette manière de, quand il y a une ressortie de balle, d'éventuellement d'être en 4-2-3-1. Et c'était ce qui m'avait vachement marqué. Après, quand le premier ballon il est sorti, que c'est Sakai ou Bounassar qui avait le ballon, là, à ce moment-là, on avait beaucoup plus de relais. Et une des qualités de Lopez, c'est cette manière de se mettre 3 quarts et d'aller chercher cette passe transversante. Si je peux me permettre, là, il n'y a que le volant qui fait sortir. Ah ouais, autant pour moi, c'est vrai. Alors là, c'est quoi? C'est Fodou Mourad, il est où le ballon? Mais il n'y en a plus. Ah, il n'y en a plus. Il y a pas d'argent. Ça, c'est le ballon. Mais parfait, non, mais c'est le ballon. Je m'excuse, Mandanda. Je m'excuse. Donc à ce moment-là, on a beaucoup plus de disponibilité. Après, que ce soit un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, tout ce qui va faire la différence, vraiment, c'est l'animation du triangle de jeu. C'est avoir des disponibilités sur les ressorties de balles et en phase d'attaque, vraiment d'être aussi disponible, d'avoir des relais et des appuis et des soutiens. Donc, justement, sur l'apport offensif, c'est lequel des deux qui... Sanson. C'est Sanson qui est censé apporter ça. Et tu trouves qu'il apporte suffisamment de... Ça commence à aller mieux. On va dire qu'il commence à apporter un petit peu plus. C'est le ressenti que j'ai sur les derniers matchs. Après, bien évidemment que Sanson, c'est 50-50, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Donc, mais je trouve qu'il propose quand même des choses intéressantes. Après, voir avec Valentin Rongier aussi ce que ça peut proposer. Qu'est-ce qu'il propose justement? Est-ce que tu peux? Parce que moi j'ai l'impression que Sanson, donc par exemple si c'est lui, tu vois, il bouge. En fait, c'est ce qu'avait expliqué Villas-Boas, c'est que c'est censé être un milieu de projection. Donc il va là, mais il n'est pas souvent là, quoi. En fait, il est pas. Est-ce que c'est utile en fait de? Enfin oui, je suppose que c'est utile pour apporter justement du soutien et pour. Oui, déjà, tu as les appels, donc ça permet d'apporter un peu de verticalité. Et puis après, pour apporter du soutien. De toute façon, l'idée, c'est que si Sanson plus Sanson, il est mené à garder le ballon et à casser une ligne, l'idée, c'est que soit les excentrés vont être menés à rentrer aux abords des 16,50 m, soit les excentrés vont être menés à rentrer. À ce moment-là, il peut avoir éventuellement, si c'est Sanson qui est là, il peut avoir peut-être à ma vie qui vient proposer une solution de centre. Donc on peut avoir un surnom sur le compartiment ou chercher les attaquants directement. Mais après, sur ce que je vois, moi, on va dire que l'équilibre en elle-même est lié. Tu as un récupérateur et tu as 2 relayeurs. Maintenant, moi, je suis vraiment curieux, et c'est un peu l'interrogation que j'ai, c'est sur Valentin Rongier. J'aimerais bien le voir. Et dans quel rôle, justement? Et à la place de qui? Non, je serais plus moi sur Sanson ou Lopez. Parce que, par contre, c'est vrai que si ça dure encore 2 matchs, le fait qu'il ne soit pas titulaire, le Rongier, je commençais à me poser une question. Si Villas-Boas, il n'était pas d'accord pour l'avoir, et s'il n'est pas en train de le carrer. Parce que là, après, tu vois, par exemple, Fabinho l'année dernière. Par rapport au fait qu'il voulait plutôt un arrière-gauche. Et je pense que lui, il voulait garder Gustavo. Après, une fois que Gustavo est parti, il fallait un milieu de terrain, ils étaient sur Rongier. Bon, je ne sais pas si c'était son choix personnel, mais après, pour l'intégration, je pense qu'on est tous un peu trop pressés. Tu vois, Fabinho, l'an dernier, quand il arrive à Liverpool, tout le monde se dit putain, ils ont mis 60 millions sur le mec, les 6 premiers mois, il ne joue pas. Maintenant, c'est pratiquement le meilleur milieu de terrain du monde. Et il a intégré, tu vois, Klopp, il l'a intégré petit à petit. Des fois, il faut. Et puis en plus, autre chose, c'est que je pense pas que le milieu. Je pense que Villas-Boas, il est satisfait de son milieu de terrain. Donc il se dit, tu vois, de un, il me faut du temps pour l'intégrer, et de deux, ce serait peut-être pas juste si tu as Sanson et Lopez qui sont pas trop mauvais, tu vois, et qui me semblent en plus, peut-être qu'en plus, en voyant arriver Rongier, ils se sont dit, ils font qu'on se bouge. Donc de les sortir, tu vois, même vis-à-vis d'eux, c'est peut-être pas juste non plus, tu vois, de leur dire, au moment où vous bougez, on s'en fout. Parce que c'est vrai que le petit Lopez, il fait le dépassement de fonction parce qu'il attire tous les ballons, ce que devrait faire Payet, mais il l'a jamais fait, il n'a jamais demandé les ballons. Donc c'est vrai, maintenant, c'est vrai, tu as raison, maintenant il joue plus vers l'avant quand même, Lopez, hein, c'est un peu ressaisi. Après, c'est vrai, Sanson, des fois, tu te dis, c'est pas mal, et après ça devient un peu brouillon.
S'il arrivait dans les derniers mètres et essayer d'épurer sa lecture de jeu, ça serait un très bon et très grand milieu de terrain. Mais je sais pas, il doit avoir un problème de concentration. En fait, j'écoutais un très bon podcast qui s'appelle Vue du banc, donc j'en avais déjà parlé ici, qui parle un peu de tactique. Et eux, en fait, il fait tout bien dans son appel, dans la réception du ballon. Et puis après, c'est dans sa conduite de balle où il y a un moment, techniquement, sa conduite de balle, mais aussi sa présence, vraiment ce que tu disais, dans la surface. Ouais. Que ce soit Sanson ou Lopez, les deux, il n'y a pas cette présence-là. Moi, je me rappelle d'un milieu de terrain, par exemple, un Lucho, lui, il arrivait à faire ça, à systématiquement se mettre 16 mètres, même à la toujours pareil, aujourd'hui, c'est quoi la conception de Villas-Boas? Est-ce que lui, il est d'avis à faire monter Sanson lorsque le ballon il va de côté gauche? Est-ce qu'il va faire monter Lopez quand le ballon est côté droit? C'est toujours en fonction d'eux. Un qui mène à casser une ligne, un qui mène à fermer. Il y a un peu de ça, je pense qu'il y y en a un qui se projette et un qui ferme un peu derrière. Et puis tu as aussi plus un organisateur et un projecteur, ça se dit pas trop, mais un qui se projette. Voilà, un qui va être mené à garder le ballon, à percuter. Voilà, ça c'est censé être Lopez et il a un peu plus fait ce qu'on lui demandait contre Montpellier par exemple. Donc il est censé avoir le ballon et puis un peu percuter un petit peu. Il le faisait plus trop, mais il l'a fait contre Montpellier. Et puis l'autre, il est censé apporter du mouvement. Et après, le truc c'est qu'il Rongier, pour toi, ça peut être une vraie plus-value ou pas? Mais moi, ouais. J'attends de voir ce que ça va donner à l'OM. Aujourd'hui, c'est trop. Par rapport à ce qu'il a fait à Nantes, déjà, c'était plutôt intéressant. Ouais. Donc, j'attends de le voir, mais moi, honnêtement, je trouve que c'est un bon investissement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'un des joueurs, ou deux au moins, ait vraiment une relation privilégiée avec Benedetto. Parce que Benedetto, c'est un organisateur de jeu, en plus d'être un buteur. Parce qu'il te prépare des actions. Et là, je pense qu'un Rongier Benedetto, je crois plus pour l'instant qu'un Sanson, un Lopez, un Payet, que je croyais qu'en ayant cet attaquant, il allait redevenir, comme quand il y avait des Gignac, il avait quelqu'un devant, tu vois. Mais Payet, il était pas trop mal, le problème, c'est qu'il est plus là. Il était pas trop mal, il était pas trop mal, quoi, on va dire. Il était pas trop mal, Moi, je pense que Rongier a plus de coffres. Moi, vraiment, je te jure, j'ai une vision, on verra, on en parlera dans quelques mois. Et si tu as un truc qui va nous permettre de faire la différence, c'est la relation Rongier-Benedetto. Parce que Rongier, par contre, je pense que lui, il a ce truc à se projeter, comme vous dites, dans la surface ou aux abords de la surface. Il a une qualité de passe, elle est énorme. Et là, les autres, ils l'ont pas. Vous avez raison, ils sont un peu, excusez-moi les gars, si vous nous regardez, je sais pas si vous regardez FCM, mais vous êtes un peu péteux, quoi. Il faut y aller à un moment donné dans la surface. Tu vois, il faut rentrer et tout ça. Sanson, il y a été la première. Par exemple, la première saison, il a fait ça. La première saison, les 6 premiers mois, c'est plutôt un passeur. Après, la saison d'après, on ne sait pas trop ce qu'il est, mais il finit avec une dizaine de buts, je crois. Et il se projetait bien dans la surface. Et Lopez le faisait plus trop. Il a recommencé. Après, aussi, ce qui m'inquiète un peu dans ce 4-3-3, c'est un peu Strootman, parce que Strootman, donc j'ai l'impression que c'est devenu... Bon, c'est un bon travailleur, voilà, c'est un bon travailleur, ça devrait être... C'est le Pierre Issa de l'OM. Voilà, sauf que, tu vois, tu l'as payé au prix de Ravanelli et c'est Pierre Issa, si on veut faire une comparaison, donc ça c'est un peu problématique. Et en plus, ce que j'avais aussi entendu dans le fameux Vue du banc, c'est qu'ils expliqué que là, enfin... Déjà, ça c'est Villas-Boas qui l'a dit. Il a dit là où on s'est fait piéger à Monaco et là pareil à Dijon aussi c'était un petit peu moins le cas, mais c'était les transitions, c'est-à-dire que quand tu perds le ballon et que l'équipe va vite dans ton camp, t'avais pas de protection, rien du tout, et que si tu veux avoir beaucoup de joueurs qui se projettent et que tu veux bien gérer les transitions, il te faut un gros milieu défensif. Et j'ai l'impression, ça c'est ce qu'il disait dans Vue du banc, que Strootman il a plus trop cette transition-là, tu peux la couper de l'adversaire en demandant à tes latéraux et à tes défenseurs de faire un marquage préventif sur les joueurs adverses. C'est-à-dire que si, admettons, tu perds un ballon dans cette zone-là, que tu vois qu'il y a les deux excentrés de l'équipe adverse, tu demandes à tes deux latéraux de venir couper la profondeur, et s'ils ont un attaquant, un qui vient fermer. Mais qu'est-ce que tu fais si tu as demandé aussi à ton latéral droit, par exemple, de monter, tu vois? Donc là, de toute façon, on est bien d'accord qu'il y a deux défenseurs. Donc il y a un qui prend l'attaquant et l'autre qui vient compenser. Si ils sont à deux attaquants, là il faut gérer l'infériorité numérique. Voilà, c'est ce qui s'est passé contre Monaco justement. C'est ce qui s'est passé contre Monaco. On était en infériorité numérique et c'est justement là où on aurait peut-être eu besoin que Strootman ait un plus gros volume de jeu en fait, qu'il puisse
Parce qu'on l'a vu, même, je sais pas si vous vous souvenez. Strootman aujourd'hui se contente du minimum syndical pour un joueur de foot, non, à ce poste-là. Oui, il n'y a pas de dribble fulgurant, il n'y a pas d'ouverture fulgurante, il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a une plus-value? Enfin, moi, la question que je me pose depuis le début, c'est si tu as Romao à la place de Strootman, ça change quoi en fait? Tu as un joueur au poste. C'est un joueur au poste, voilà, qui fait le job. Romao, c'est un numéro 6 qui va te récupérer des ballons, qui va chercher une première relance courte, comme c'était avec Zambo Anguissa, c'était un peu le même profil. Moi, le seul truc vraiment qui me dérange moi un petit peu aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on a beaucoup de milieux relayeurs, mais on n'a pas de milieu récupérateur. C'est comme aujourd'hui, on parlait un petit peu d'Amavi. Aujourd'hui, moi, si j'avais un conseil à lui donner, et comme je donnerais à beaucoup de jeunes, c'est si vous êtes défenseur, déjà la première chose, c'est penser à bien défendre. Pensez à bien défendre, pensez à récupérer des ballons, chercher des relais courts. Plus il y a affinité, s'il y a en fonction d'une situation de jeu, si vous êtes mené à prendre le couloir, à porter un centre, oui. Mais aujourd'hui, je trouve que dans les joueurs qu'on a à l'OM, on a trop de relayeurs. C'est mon avis, on n'a pas assez de vrais récupérateurs. Et là où je te rejoins, c'est qu'on a perdu Gustavo, tu perds un vrai récupérateur, tu récupères Rongier, qui est plus quand même un relayeur. Donc je disais, qui c'est qui va jouer le prochain match devant Mavi? Ce sera certainement Germain. Ah, il fait tous les. Alors justement, parlons-en de ça. Germain, Bounassar, tu les vois comment toi, à ces postes-là sur les côtés? Qu'est-ce qu'ils apportent? Qu'est-ce qu'ils apportent pas? Bounassar, déjà, il a été formé à Metz au poste d'excentré. Donc c'est pas une nouveauté pour lui. C'est un poste qu'il connaît, qu'il a pratiqué. C'est que quand Rudy Garcia l'a fait reculer au poste de latéral droit qu'on a découvert qu'il était bon à ce poste. Germain, sur un côté, ça ne me dérange pas tant que ça, parce que Germain, il a cette tendance à beaucoup dézoner, à beaucoup rentrer en zone axiale, et ça peut permettre derrière un éventuel passage d'Amavi pour proposer des centres. C'est l'idée. Et peut-être aussi justement, parce que tu dis donc Germain rentre beaucoup dans l'axe, et tout à l'heure on disait oui mais Sanson rentre pas dans l'axe, mais peut-être que justement si tu as Germain qui rentre toujours dans la surface, peut-être que c'est à ce moment-là que les appels de Sanson là et là, ils deviennent utiles, parce que c'est ce que devrait faire un excentré. Mais tu as plein de possibilités. Moi je sais que quand je coachais, je demandais souvent à mes excentrés de rentrer et à mes numéros 6 de passer dans le dos. J'apportais des variantes. Tu peux avoir lui qui décroche, tu peux avoir lui qui rentre, un appel là. Tu peux avoir Sanson qui rentre et un appel dans le dos. Donc tu as plusieurs possibilités. Tu as Germain qui rentre et Sanson qui appelle dans le dos. Tu as plusieurs possibilités. Moi, ce qui me se proposer. Côté gauche, par contre, c'est que Germain fait un travail défensif, donc ça va aider notre ami. C'est vrai qu'on le voit redescendre très très bas aussi. C'est grave. Et ouais, mais ça veut dire qu'il sent qu'il est fébrile. Mais au moins, il va l'aider. Il ne va pas laisser devant se faire tamponner. Moi, ça me sécurise un peu. Oui, non, complètement, mais... Oui, c'est grave, parce que c'est un attaquant, il ne doit pas défendre. Mais bon, il le faisait bien, notre ami Campos. De le voir redescendre si bas, tu trouves que c'est problématique? Le but, c'est d'aller marquer des buts, quoi. Je pense que Germain, son rôle, c'est d'aller marquer des buts. Après, bien évidemment que tu demandes toujours à tes excentrés d'apporter défensivement, de venir couper cette deuxième passe, parce que l'idée, c'est que tu as le premier attaquant. Mais... de venir descendre très très bas à défendre, quand tu récupères un ballon, j'aime te dire qui c'est qui est là. Ouais. Après, franchement, le Villas-Boas essaye aussi, enfin surtout contre Montpellier, on l'a vu, c'était un peu la concrétisation de ce qu'il voulait faire. L'équipe était très haut sur le terrain, donc Germain était aussi à ce moment-là. Et puis le problème, c'était plutôt à ce moment-là, voilà, de gérer les transitions. Bah oui, là aussi contre Montpellier, par exemple. Je ne sais pas si tu te souviens, par exemple, le deuxième but que Delors, qui est refusé à Delors. Bon, là, déjà, la passe de Laborde est fantastique. Hein. Il fait une passe extraordinaire. Et c'est aussi parce que tous les joueurs, enfin, l'OM s'est projeté vers l'avant. Et puis là, il y a les Montpelliérains, ils savent faire ça à la perfection, de repartir en transition rapide. Et il l'avait fait magnifiquement. Et moi, je pense que c'est un petit peu sur ça qu'il faut qu'on fasse attention dans les matchs à venir, parce qu'on prend beaucoup de buts là-dessus, quoi. Donc, voilà. Allez messieurs, j'aimerais qu'on parle un petit peu des jeunes de l'Olympique de Marseille pour finir cette émission. Est-ce que tu les connais toi déjà, ces fameux jeunes, que ce soit Nkunku, Perrin, Filippono, Liadji, Chabrol. Voilà, c'est un petit peu les jeunes qui vont peut-être avoir du temps de jeu cette saison. Lesquels tu connais le mieux? Tous. Parfait. Tous. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il
des joueurs, bon aujourd'hui Perrin joue tant mieux, on a de dire. Après tu as des joueurs comme Philippe Ono, c'est des joueurs en devenir, c'est des joueurs assez intéressants. Et c'est un 6 lui justement. Est-ce que lui tu le verrais rentrer, tu vois justement ce que je reprochais un petit peu à Strootman de ne pas avoir beaucoup de volume, est-ce que Philippe Ono, est-ce que c'est Philippe Ono avec 100, il n'y a pas. Je le préparais, je sais que si aujourd'hui j'avais un poste comme un poste d'entraîneur principal, moi je me ferais virer, c'est sûr et certain. Parce que je lancerai que des gosses de 13, 14, 15 ans, honnêtement, peur de rien. 13, 14, aujourd'hui, dans la situation actuelle, ça ne peut pas être pire. Donc tu as des jeunes, il faut les lancer, il faut les préparer. J'aurais tendance à te dire, on peut les envoyer en Ligue 2, mais ils ont le niveau, toi qui les connais, ils ont le niveau pour débuter, pour jouer en Ligue 1. Après duquel tu parles Tous en général, aujourd'hui c'est difficile parce qu'ils n'ont pas été préparés. À la rigueur, je prends toujours ce cas concret de André Ayou qui avait été envoyé en Ligue 2 à Avignon et quand il est revenu en Ligue 1, le gars il avait été préparé, il avait bouffé la joute de la Ligue 2, tous ses matchs. C'est à part lui, il n'y en a pas eu beaucoup. Roca a été renvoyé en Ligue 2 encore une fois. Ouais. Après, des joueurs qui sont envoyés et qui reviennent, qui s'imposent. Parce qu'après il faut voir aussi les prix que tu fais, parce que si tu fais des prix mais tu as toujours des risques. Non mais t'as des mecs des fois, tu sais, ils sont envoyés dans des clubs de Ligue 2 et les mecs ils les voient, et les entraîneurs ou les autres joueurs ils vont arriver, ils disent toi t'es le mec de l'OM, tu te prends pour qui? Et les mecs ils jouent pas, ils passent une année de merde, ça arrive parce aussi. Que Strootman va être suspendu. C'est aussi une préparation. Le match suivant, Strootman est suspendu, donc un Philippe Ono pourrait faire Philippe Ono. Sincèrement, je changerais mon système. Il n'y a pas de Philippe Ono, c'est Philippe. 4-3, Philippe de 6. Pardon? Non, je disais que si Strootman est suspendu, je tournerai le système, je mettrai 2 vrais récupérateurs. Je ne prendrai pas le risque de mettre... Ah ouais? Bon, après Rongier avait dit justement là-dessus qu'il était que lui les postes où il pouvait jouer c'était soit relayeur dans un 4-3-3 soit 6 dans un milieu à 2. Donc il y a peut-être cette solution là, mais si tu as cette solution là, donc ça veut dire que tu vois les principes de jeu de Villas-Boas aussi qui je pense a envie d'avoir une grosse densité, beaucoup de relais au milieu, et ben tu les étioles et puis après et puis en plus il va te falloir un 10 et Payet n'est pas là et donc tu vois tu vas faire tu peux mettre attention hein, je dis ça mais c'est vraiment ça tu peux mettre Germain en numéro 10, tu peux faire un 4-4-2 un 4,5 ou un truc comme ça. Alors moi je casse cette nouvelle séquence de l'émission parce que j'ai l'impression d'être intelligent quand je parle de tactique. J'aime bien. Merci messieurs. Est-ce que si on parle de Liadji, on en a parlé en début d'émission. Toi, tu disais tu le ferais jouer même. Voilà, que tu le ferais jouer dès ce week-end. Est-ce que c'est vraiment la pépite du centre de formation? Il est vu comme ça ou pas depuis longtemps? Aujourd'hui, c'est un joueur qui quand même est en équipe de France. C'est un joueur qui, pour avoir joué contre lui 2 ans d'affilée, donc il a quelque chose une force de percussion, il a un bon pied gauche. Déjà, on a pu le voir un peu contre Naples, sur le côté, il est rentré 5 minutes, il a fait lever le stade entier, donc c'est plaisant. Moi, honnêtement, je trouve qu'on est un bon joueur. Après, c'est sûr que dans la préparation, quand je dis il faut le mettre, il faut le lancer, il ne faut pas avoir peur. Après, bien évidemment qu'il y a une préparation à avoir, mais aujourd'hui, il faut le mettre en confiance, il faut le lancer. Je prends encore les 3 exemples que j'ai cités tout à l'heure. Quand je vois Kamavinga jouer contre le PSG à la maison face à une ribambelle de stars, le gars, il fait preuve d'un sang-froid, il a été l'homme du match. Donc, si Rennes le font, si Dijon le font, on ne peut pas me dire que l'Olympique de Marseille ne peut pas le faire. Et au niveau mental, il y a plus de pression aussi, on va te dire à l'Olympique de Marseille. Buvez-la la pression et repartez. Et au niveau mental, tu penses qu'il a les épaules ce jeune pour sûr. Justement Il est très très bien géré. Il est très très bien géré. Après, il va me te dire qu'est-ce que tu fais. C'est pas ce qu'on entend souvent. Non, parce que les gens parlent. C'est parce qu'on n'entend pas des choses qu'il est mal géré. On entend qu'il demande beaucoup d'argent. Mais en même temps, si tu avais géré son contrat de manière intelligente, le mec il aurait signé il y a 6 mois. Le problème aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est que beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens veulent montrer qu'ils savent des choses, mais très sincèrement ne savent rien. L'entourage, à titre personnel, je connais très bien l'entourage. Du moins la personne qui s'en occupe, c'est un homme super. Il faut arrêter de toujours extrapoler sur l'argent. Il est dans ce rôle d'agent, c'est normal. C'est exactement ça. Il faut arrêter à un moment d'extrapoler. À Marseille, de toute façon, tout est amplifié. Tout est bon pour taper sur l'OM. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a un autre joueur qui peut évoluer à ce poste, c'est Chabrol. Chabrol, lui, tu en penses quoi?
Un peu plus de mal. Ah oui? Enfin, c'est moins sexy qualité, en fait, c'est ça dans c'est le moins jeu. de qualité naturelle quoi. De ce que tu as vu, c'est moins de qualité naturelle, moins de. Je me retrouve plus avec Isaac. Ok. Sincèrement, je me retrouve plus. C'est la jeunesse, c'est la folie, c'est l'insouciance. Je veux dire, c'est ce que j'aime. D'accord. J'aime bien ce genre de profil. Après, bien évidemment, il faut le gérer. Il ne faut pas lui mettre tous les matchs 90 minutes, parce qu'à un moment donné, il va se péter. D'ailleurs, il s'est blessé il n'y a pas longtemps. Mais moi, honnêtement, je joue la carte jeune. Toi, Hervé aussi, c'est un joueur que tu as envie de voir. Ouais, t'as que on supporter en de entend base. parler depuis quelques temps. Voilà, donc, t'as que supporter de base. Allez, c'est bon, jetez-le dans le grand bain. Vous vous souvenez pas Tu crois qu'en Angleterre, il se pose des questions quand Rooney est arrivé à 15 ans et demi ou 16 ans à Everton, c'est ça? Après, on va pas s'enflammer non plus. C'est quand même un mec potentiel d'être Ballon d'Or. En France, il y a un problème culturel. Le mec, il est trop jeune, il ne faut pas qu'il joue. Il est trop vieux, il ne faut pas qu'il joue. L'autre, Hilton, il a 40 ans, il te met des roustes à tous les attaquants de France. Et dans les pays étrangers, le mec commence jeune, ça. J'en ai jamais personne. Le sport en général, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de compétence. Si tu es prêt, tu joues. Point. C'est exactement ce qu'a dit Villas-Boas. C'est exactement ce qu'il a dit. Pour le moment, les jeunes ne sont pas meilleurs que ceux qui jouent pour moi. Donc c'est pour ça que je ne les fais pas jouer. S'ils sont meilleurs, je les fais jouer. Il y a un jeune aussi, on essaye d'avancer, parce qu'on n'est pas loin de la fin de cette émission, Nkunku. C'est un joueur qui est prêt à avoir une place, avoir du temps de jeu à l'Olympique de Marseille, selon toi ou pas? Au départ, je disais oui. Parce que c'est un joueur qui était déjà à Brest, qui avait été viré de Brest, qui avait signé à l'OM. Je le connais mieux que moi. Moi, c'est un joueur, j'aime beaucoup il est beaucoup dans la projection, il sait bien défendre. Après, c'est un garçon, c'est un peu, pas un profil similaire à Rokia, mais ça se ressemble un petit peu. Mais c'est un joueur à suivre. On nous a dit qu'il avait plus de puissance, est-ce que tu confirmes? C'est un joueur puissant, et parce que forcément, au poste d'arrière gauche, on a un gros manque. Et est-ce que toi, tu le verrais entrer dans une rotation avec Amavi? Non. Pas de suite. Non. Pourquoi? Pour quelle raison? L'expérience. Je pense qu'il faut qu'il s'aguerrisse encore plus. Est-ce qu'il y a des postes aussi? Parce que là, on a vu Perrin qui a été lancé au poste de défenseur central. Est-ce qu'il y a des postes pour toi où tu peux lancer des jeunes plus facilement, justement, parce que au niveau de la préparation, c'est plus simple. On pense défenseur central parce qu'on a les exemples à l'OS, Sparagna, qui ont été lancés par Bielsa. C'était carré, tu disais, bon, les mecs, ils rentraient là-dedans. Et on a l'impression qu'arrière gauche, c'est plus difficile. Après, c'est dur à trouver des arrières gauche, latéral gauche, gaucher, pied gauche. Même chez les jeunes, je sais que quand les clubs font du scouting, c'est très très difficile de trouver un latéral gauche qui sait très bien défendre, qui sait prendre son couloir, surtout que maintenant on demande le beurre, l'argent du beurre, on veut que le latéral il sache défendre, il sache attaquer, qu'il sache centrer, qu'il soit technique. C'est compliqué. Ça, il savait le faire en catégorie de jeunes, Nkunku? Oui. Ok. Donc en catégorie de jeunes, Nkunku était un excellent arrière-gauche, mais tu penses qu'il n'est pas prêt encore, qu'il lui faut du temps de préparation, comme tu disais, pour les... Non, je pense qu'il faut... Moi, aujourd'hui, on n'a pas trop le choix. Moi, je pense qu'il faut laisser Amavi, essayer de le mettre en confiance, d'être... Même ça fait 50 fois qu'on le demande, mais d'être un peu plus indulgent. On était au stade sur le match que ça m'a marqué contre Saint-Etienne. Le stade entier, on l'a insulté à foison. Je trouve moins pire que l'année dernière. Après, mais il a coûté quand même déjà quelques points. Les supporters ont été indulgents avec lui pendant 2 ans. Donc allez, juste pour terminer, peut-être que tu vas pouvoir nous dire un mot sur un ancien joueur marseillais que tu as eu sous tes ordres, c'est Mohamed Simakian, qui évolue aujourd'hui du côté de Strasbourg. Je vais essayer de la faire court parce qu'autrement je vais rester très très longtemps. Quel âge il a aujourd'hui? Il a 19 ans, c'est un 2000, c'est un joueur que je suis toujours en relation, d'ailleurs je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, depuis l'âge de 8 ans. Donc c'est un peu mon fils spirituel. Il y a 10 ans en arrière, je disais que ce garçon finirait pro. On m'a pris pour un fou. Pourquoi tu l'as pas envoyé à l'OM? Il est à l'OM. Il a joué à l'OM. Ça a été un Olympien d'ailleurs. À quel âge? Il a signé en U12. C'est l'année où il était avec moi au FC Rouguère. Il était attaquant. Il avait mis 130 buts. Et c'est pas marseillais. Il avait mis 130 buts. 130 buts sur combien de saisons? Sur une saison. 130 buts. Au football? Ouais, c'était 7 buts par match. Ouais, c'était énorme. C'était un super joueur. Ensuite, il y a eu un épisode OM qui lui a fait énormément de bien. Attends, ça va faire un super titre, ça. Cet attaquant qui a mis 130 buts et donc qui n'a pas été conservé. Il y a eu un épisode OM. Non, là par contre, ce que je préfère d'entrée mettre un point final sur ça, c'est pas il n'a pas été considéré. Il y a eu des propositions, ils se sont pas entendus sur le contrat, le garçon n'a pas souhaité rester.
arrêt buffet, quoi. Je veux dire, derrière, je l'ai reconstruit psychologiquement avec son cousin. Donc toi, tu l'as récupéré à quel âge ? Depuis qu'il habite en fait, c'est un petit que j'ai depuis qu'il est bébé, quoi. Mais à l'OM, donc en fait, il a fait combien de saisons à l'OM ? Il a fait la saison de U12, U13, U14 et U15 deuxième partie de saison. Il a 4 ans quand même, donc c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et donc à la fin, en fait, ils sont pas réussi à se mettre d'accord avec lui. Non, mais c'est surtout, ils ont pas réussi. Mais après, aujourd'hui, cet épisode-là, c'est un épisode que l'Olympique de Marseille, à Mohamed, ça lui a apporté énormément. Ça lui a apporté un cadre, ça lui a apporté aussi une certaine manière de voir les choses. Et ça lui a permis aussi de pouvoir toucher son rêve. Mais il y a 10 ans en arrière, il n'y a que 2 personnes qui ont cru à moi et je les salue, c'est Franck Tognarelli et Christophe Basile, quand je disais qu'ils allaient finir pro. On m'a pris pour un malade mental. Parce que la génération 2000 à Marseille, c'était quand même une très très belle génération. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonné de ce qu'il propose, je suis vraiment pas étonné. Et c'est un joueur, c'est un profil, je vais essayer de mettre un peu mon affinité de côté, je surkiffe. Et comme je lui ai toujours dit depuis que je l'ai mis, ton premier rôle, Mohamed, c'est de défendre. Montre que tu es là défensivement. Et quand on voit les matchs qu'il a fait contre Paris, les matchs contre Maccabi Haïfa, Applaudis, Reims, parce que tous ces matchs, je les regarde 3 fois minimum. Le gars, d'abord, il est très bon défensivement. Moi, honnêtement, je ne vais pas dire aujourd'hui que c'est un top joueur, mais c'est pour moi un joueur qui est plus que d'avenir. Aujourd'hui, il joue à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, il joue. Okay. Titulaire. Parce que on va dire qu'il est latéral droit aussi, c'est pour ça que son rôle il a été reconverti. De base, c'est un défenseur central qui sait jouer numéro 6. Quand moi je l'avais, il avait joué attaquant. De base, c'était un attaquant. Je le faisais jouer en numéro 6. Après, l'Olympique de Marseille, ils l'ont fait reculer en défenseur central. Donc c'est parfait parce qu'au final, si c'est défenseur central, c'est les mêmes postes. Et après, il est resté en défenseur central. Et pourquoi après Herbel il va à Strasbourg ? Est-ce que l'OM veut le récupérer à ce moment-là ? Non. Mais il n'y a pas du tout d'approche. Et comment Strasbourg vient ? Parce que c'est un joueur marseillais. Strasbourg, Marseille, c'est pas à côté. Quand moi j'étais monté à Strasbourg, je montais en 2016 en stage d'observation. Déjà, on avait une certaine relation avec François Keller, qui est le directeur du centre. Marc Keller. Non, François. Qui est un super gars. Et qui d'ailleurs. Sabrina aussi, sa femme. C'est ça, c'est des super mecs. Et à l'époque, Franck Tognarelli, qui avait un super contact avec Strasbourg, avait proposé le garçon en ma présence. Et derrière, le petit a signé à Strasbourg. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui mettait une pièce sur lui. Je vous le dis clairement. Après, on va me dire, aujourd'hui, c'est trop facile parce qu'il est pro, il a réussi. Son histoire, je la connais sur le bout de mes ongles, autant que mes enfants. C'est un garçon que personne ne mettait une pièce. Et aujourd'hui, je suis fier pour lui. Je suis vraiment, quand le premier match qu'il a joué contre le Maccabi Haïfa, j'étais en pleurs. Parce que je revoyais tous les épisodes où il était sur mon scooter, où on partait aux entraînements, où son cousin, d'ailleurs son conseiller qui s'occupe de lui, ça a été difficile pour lui. Il a été détruit 2 fois, reconstruit 2 fois, il s'est blessé 2 fois à Strasbourg, et le garçon il revient en bombe. Donc moi aujourd'hui je salue la performance qu'il fait, et comme je dis tout le temps sur Twitter, que Dieu le protège et que c'est un garçon vraiment à suivre. Et ce qui est marrant aussi, parce que dans cette histoire, un petit peu, de temps en temps, on a ce truc de survendre des jeunes. On dit « Ah, lui, c'est un tueur en machin, etc. » Et justement, donc Simakan, qui réussit, qui est en train de débuter une belle carrière professionnelle, lui, comme tu dis, personne ne croyait en lui. Alors que des fois, justement, les jeunes qui font des carrières, c'est pas ceux dans lesquels on croit. Je pense que Dimeco, c'était pas... Bon, ça remonte à beaucoup plus loin, mais c'était pas le jeune le plus talentueux de l'OM non plus. C'est le mec... C'est le minot qui est resté là-dedans. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que les jeunes, c'est compliqué de savoir qui va faire quoi. Mais c'est quoi la vérité, avec ma petite expérience de 13 ans, c'est les joueurs que tu t'attends le moins qui réussissent. Allez messieurs, on va s'arrêter là. Ça fait déjà une belle émission de plus d'1 heure. Et oui, Morad, bonne chance à toi pour le montage. Voilà, merci. Merci Zaki, tu reviens quand tu veux. Merci, vraiment, ça nous fait plaisir de t'avoir ici avec nous. Ouais, merci Hervé. Tu nous rappelles rapidement ton événement à la Foire de Marseille. C'est dimanche, donc le 29 de 15h à 17h, les collègues en dédicace au profit de SIA Espoir. Allez, prochain rendez-vous sur Football Club de Marseille, ça sera lundi pour un débat foot Marseille, lendemain de match OM Rennes. Lendemain de victoire. Lendemain de victoire OM Rennes, dimanche soir au Stade Vélodrome. Allez, ciao ciao.